Bonjour Fabien Di Filippo. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains de Moselle, vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Vous étiez en Moselle hier avec Emmanuel Macron à Morhange, le lieu de la première défaite française. On est en août 14 et il y a des milliers, 15 000 morts probablement. Le président Macron est venu commémorer cet événement tragique. Vous y étiez et qu'est-ce qu'il vous a dit ? On s'est simplement salué. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue mémoriel, c'était quelque chose d'important de venir sur ce site. Une des plus effroyables batailles de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de vies de jeunes Français sacrifiés pour reconquérir l'Alsace et la Moselle. Et avec cette spécificité chez nous d'avoir des aïeux qui se battaient du côté allemand. Donc une particularité, une spécificité de la mémoire mosellane qu'il était important de saluer. Bon, très bien, mais il a vu des gens, vous avez parlé avec lui ou pas ? Il a simplement salué tous les officiels et les porte-drapeaux en passant. Il est resté à peu près 1 heure, un tout petit peu plus sur place. Beaucoup de gens, des commerçants, des citoyens, des élus des petites communes m'ont fait part de leur frustration de ne pas avoir été conviés et de ne pas avoir eu la possibilité d'échanger avec lui alors qu'ils avaient beaucoup de choses à lui dire. Parce que c'était, expliquez-nous, c'était comment ? La cérémonie s'est déroulée dans un endroit qui était clos, protégé, fermé ? Sur une colline à l'extérieur de la ville. Toutes les alentours étaient complètement fermés. Nous-mêmes, on a dû y monter et être acheminés en bus avec tous les officiels. Donc tout a été fait pour que le président soit protégé du contact avec la population. Pas de contact. Pas de contact, en tout cas spontané avec la population. Peut-être était-ce pour ne pas dévier le message. Son message, c'est la mémoire, renouer le contact avec l'histoire pour essayer de préparer l'avenir. Pas forcément les petites phrases qui sont lâchées à des interlocuteurs ici ou là dans un bain de foule, non ? Malheureusement, la communication de l'Élysée a été binaire sur le sujet, a entretenu l'ambiguïté et ça alimente la déception des gens de chez nous de n'avoir pu ni le voir ni l'interpeller. Vous auriez aimé lui dire quoi ? Moi, personnellement, j'aurais voulu lui dire « Monsieur le Président, c'est bien de venir rendre hommage à nos morts pour la France, c'est très bien, mais s'il vous plaît, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous voir et nous asséner ses vérités comme il l'a fait dans une interview la veille en disant « J'assume ». On a besoin de quelqu'un qui nous écoute. » Et qui vous écoute sur quoi ? Encore une fois, si vous aviez eu l'occasion d'être le porte-parole de ceux qui vous ont élu, vous leur auriez dit quoi ? Je lui aurais dit que la principale difficulté en France aujourd'hui, c'est la fracture territoriale. Et la deuxième, c'est le déclassement des classes moyennes. Ça veut dire qu'effectivement, sur nos difficultés dans la ruralité, d'être de plus en plus relégués en marge de ce qu'il appelle la Startup Nation, sur la revalorisation du travail, sur le matraquage fiscal, il y a un sentiment de ras-le-bol qu'on ne pourra arrêter qu'avec des mesures concrètes et pas avec des bonnes pensées. Vous n'y auriez pas parlé des gilets jaunes et du matraquage fiscal sur le plan des taxes carburant ? C'est ce que j'entendais par le matraquage fiscal. Ce mouvement monte et il est simplement la cristallisation autour de l'essence d'un ras-le-bol qu'on a senti monter dans les territoires de plus en plus au fur et à mesure des mois. Et vous soutenez ce mouvement ? Oui, je le soutiens tout à fait. Le 17 novembre, vous participerez au blocage ? Je participerai sans doute aux manifestations à titre personnel parce que je pense que c'est une mobilisation citoyenne qui doit appartenir aux citoyens, mais m'étant moi-même battu contre cette politique-là dès le début depuis 18 mois et l'ayant dénoncé fortement, je ne pourrais que m'y associer. Dans votre famille, les Républicains, votre famille politique, bien sûr, il y a beaucoup de positions assez divergentes sur cette question. Il y en a qui disent oui, il faut soutenir, participer, vous le faites le 17 novembre éventuellement au blocage, aux manifestations. D'autres qui disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut par exemple distribuer un chèque aux Français ou certains disent il faut taxer les sociétés d'autoroutes. C'est quoi votre position ? Alors, je pense qu'il est important d'être très précis sur nos positions. Le chèque carburant qu'on a avancé, dans la mesure où le gouvernement ne souhaitait pas revenir sur les taxes qu'il va imposer, il permet de donner un peu d'oxygène aux gens qui n'ont pas d'alternative et qui doivent aller travailler en voiture. Chez moi, certains font 50-75 km aller pour aller travailler chaque jour. Il faut avoir bien conscience d'une chose, c'est que 7 centimes de taxes l'année dernière, 7 centimes de taxes au 1er janvier qui arrive devant nous cette année, pour quelqu'un qui fait un plein par semaine, ça représente sur une année 400 € de perte de pouvoir d'achat. Donc il faut leur donner de l'argent. C'est un des premiers budgets des ménages. En tout cas, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés de la même manière que ceux qui ont une alternative à la voiture. Mais je suis contre le fait de taxer les sociétés d'autoroutes, parce que c'est très bien que le débat vive dans notre famille politique. Il doit vivre, on n'est pas en marche. On doit faire des propositions, on doit se reconstruire. Ça peut vivre, mais quand c'est divergent à ce point-là, c'est pas compliqué ? Non, pas du tout. Parce qu'on est en train de reconstruire notre projet. Et nous, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est trop de taxes,
pas de taxes supplémentaires sur les Français, sur les entreprises. Mais derrière, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a proposé il y a quelques semaines 20 milliards d'euros d'économies. Donc on a déjà fait ce travail-là de dire il faut réduire la dépense publique. Et maintenant, ça nous permet de faire des propositions comme ce chèque carburant pour revaloriser le travail. Mais sur ce plan-là, pour être très précis, la proposition phare, c'est de revenir sur les hausses de taxes de 2017 et 2018 et c'est d'aller plus loin sur la prime à la conversion des véhicules. Mais lorsque le président dit je préfère favoriser le travail plutôt que favoriser la consommation d'énergie, je préfère taxer l'énergie plutôt que taxer le travail, il n'a pas raison? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Parce que quand un modèle alternatif au moteur à explosion sera mûr, sera prêt, je pense à l'hydrogène, je pense à l'électricité, je pense à d'autres choses, quand il sera abordable pour les Français, il s'imposera de lui-même. Aujourd'hui, ces gens-là, on ne leur propose aucune alternative. Quand on vous dit acheter une voiture électrique, on vous donne 2 500 euros. Si vous n'êtes pas imposable, derrière, quel Français peut se permettre aujourd'hui de mettre 25 000 euros qui manquent pour acquérir ce véhicule-là? Moi, je me le demande, c'est complètement irréaliste. Donc le gouvernement se trompe complètement. Il est déconnecté de nos réalités. Vous êtes chez les Républicains un des députés les plus actifs. Vous êtes vocal, comme on dit, c'est-à-dire que vous êtes très présent à l'Assemblée, vous posez beaucoup de questions, vous faites du bruit au sens où vous animez beaucoup les séances. Objectif? L'objectif, c'est de faire entendre la voix dont on parlait tout à l'heure de tous ces gens qui aujourd'hui se sentent oubliés de cette politique, de tous ces territoires qui se sentent sacrifiés par cette politique. Et moi, j'ai toujours affiché des convictions très, très claires. Les gens savent où me mettre. Sur la revalorisation du travail, sur une réduction drastique de l'immigration économique, sur le respect des valeurs républicaines. Sur tous ces sujets-là, je souhaite que les gens se disent on ne peut pas être 100% d'accord avec Fabien Di Filippo, mais au moins on sait où mettre les Républicains et ce qu'ils nous proposent clairement. Objectif, faire savoir qui vous êtes et ce que vous pensez. Objectif, déstabiliser aussi le gouvernement? En tout cas, infléchir, provoquer à long terme ou à moyen terme une inflexion de sa politique pour qu'elle soit le moins douloureuse possible pour mes concitoyens et pour mon territoire. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la limite du jeu parlementaire, s'opposer bruyamment, être dans, un mot classique qu'on utilise dans la politique, être un sniper, c'est-à-dire quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge en face, ce n'est pas la limite du jeu parlementaire? Les gens aujourd'hui, vous savez, je suis peut-être la dernière digue avant le Rassemblement national. Les gens ont besoin chez moi de se sentir défendus. Ils ont besoin de colère, ils ont besoin d'exprimer cette colère? Ils ont besoin en tout cas que mes mots soient à la hauteur de cette colère-là, mais toujours digne et jamais sans insulte. Mais je veux dire une chose, sur tous les items de l'activité parlementaire, la présence, les interventions, les amendements déposés, signés, etc., les propositions de loi, je suis dans les 10% des députés les plus actifs. Donc on parle beaucoup, mais on agit encore plus et c'est ça qui est important. Est-ce que ça a un effet sur la visibilité de votre famille politique? Je regarde les sondages, Laurent Wauquiez, les Républicains ne progressent pas tant que ça. Est-ce que ce travail-là donnera des résultats un jour ou est-ce que c'est simplement l'écume des jours? Vous l'avez dit, on progresse, mais pas aussi vite que peut-être vous le voudriez. Mais il faut se rappeler... En tout cas, que vous le voudriez, sûrement. Sans doute. Mais moi, je me rappelle d'où on est parti quand on a repris avec Laurent Wauquiez cette famille politique. 55 millions d'euros de dettes, des gens qui avaient trahi pour obtenir des postes au gouvernement, une certaine ambiguïté. On nous mettait à la même hauteur que les constructifs dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. Et je vois où on est aujourd'hui. Le premier parti d'opposition, on est redevenu audible. Ça ne veut pas dire qu'on est crédible. Parce qu'on a déçu les Français, il faut être capable de le dire, parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur nos propositions. Et ce travail-là, il est encore devant nous. Mais en tout cas, la maison a tenu. Et quand je mets toutes les alternatives, Mélenchon, Marine Le Pen, Castaner, etc., l'une à côté de l'autre, je n'en vois qu'un seul crédible pour porter un projet pour la France. C'est le candidat des Républicains, c'est M. Wauquiez. Que vous soutenez. Merci beaucoup, Fabien Di Filippo. Merci à vous.